Le 24 août 2023, à peu près 2 semaines après le plus gros show de l'été SummerSlam, un tweet de l'actuel CCO de la WWE crée l'effroi auprès des fans de catch en faisant une annonce terrible. Wyndham Rotunda, plus connu sous le nom de Bray Wyatt, venait de nous quitter à l'âge de seulement 36 ans. Il s'est éteint à la suite d'une crise cardiaque survenue pendant son sommeil. Ça fait 1 an jour pour jour à l'heure où je vous parle et je vous avoue que j'ai toujours du mal à y croire. Je vous propose qu'aujourd'hui, pour lui rendre hommage, on revienne sur la carrière de l'homme qui a ravivé ma flamme pour le catch il y a de ça 11 ans. Nous sommes le 27 mai 2013. La WWE nous diffuse une vignette assez étrange et énigmatique sur une potentielle nouvelle arrivée prochaine dans le main roster d'un clan, d'une équipe, ou alors d'un seul catcheur. C'est pas très clair. Mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit de quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant. Et je me souviens avoir pris une énorme claque en regardant ça à l'époque. Étant un énorme fan de films d'épouvante, de slasher et du monde de l'étrange en général, j'étais subjugué. C'était fait pour moi. Alors il y avait 2 écoles au début des années 2010. Celle de ceux qui consommaient le produit NXT, le show de développement de la WWE qui succède depuis environ 3 ans à la ICW, et celle de ceux qui, comme moi, ne consommaient pas du tout ce produit à cette époque. Je vous assure, je me suis bien rattrapé depuis. Alors effectivement, je ne regardais pas NXT, mais comme beaucoup de monde en voyant ça, j'étais persuadé d'avoir reconnu un visage bien familier au travers de ces vignettes. Et après une 2e, une 3e, c'était désormais une certitude. J'avais raison. L'homme mystérieux qui nous parle et qui semble être le leader de ce clan, c'est bel et bien l'ancien rookie de Cody Rhodes lors de la 2e saison de NXT, plus connu pour avoir également fait partie de la New Nexus, Husky Harris. À la suite de cela, semaine après semaine, nous enchaînons les vignettes et promos toutes plus incroyables et étranges les unes des autres. Et tout cela nous mène à la date cruciale du 8 juillet 2013 lors de l'épisode de Monday Night Raw. À la suite de plusieurs vignettes tout au long du show, nous y sommes enfin. Après que le Big Red Monster Kane ait remporté son match face à Christian, on nous montre une nouvelle fois ces personnages étranges à l'écran. Et cette fois, contrairement à la phrase que nous avions l'habitude d'entendre lors des dernières promos, nous arrivons, on entend cette fois la phrase « Nous sommes là ». La Wyatt Family, composée de Luke Harper, Eric Rowan et Husky Harris, connu désormais sous le nom de Bray Wyatt, fait ses débuts dans le main roster en attaquant Kane. Alors le but, c'est pas de retracer point par point la biographie entière de Bray Wyatt parce qu'il y a certains de mes confrères qui l'ont très bien fait. J'utilise le terme confrère, non mais je me prends pour qui sérieux. Le but c'est de comprendre la carrière et le génie créatif de Bray Wyatt et de voir à quel moment ça s'est cassé la gueule. Parce que oui, malheureusement, ça va se casser la gueule. Revenons quelques années en arrière et voyons ensemble comment le personnage de Bray Wyatt est né dans l'esprit de Wyndham Rotunda. Replaçons tout ça dans le contexte. Wyndham Rotunda fait partie d'une famille de catcheurs. Il est petit-fils de catcheur et le fils de Mike Rotunda, plus connu sous le nom de IRS à la WWE. Wyndham a démarré sa carrière à la FCW en 2009. Il utilise le nom de Duke Rotundo et très vite, il fait équipe avec son frère avec qui il remporte rapidement les titres par équipe. Mais ça ne va pas durer longtemps car à peine 1 an après ses débuts, il est sélectionné pour participer à la 2e saison d'NXT. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, NXT jusqu'en 2012, c'était un show de télé-réalité pourri, un mélange entre Tough Enough et le Big Deal. Chaque superstar du main roster prenait sous son aile un rookie afin de lui faire gagner une compétition pour qu'il devienne une star, ce qui n'a pas vraiment été le cas avec tout le monde. Alors Wyndham fait une saison convenable à NXT, il finit 4e avec Cody Rhodes pour mentor, mais c'est assez anecdotique car le vent va vite tourner pour lui quand il va être appelé à rejoindre le main roster, et qui plus est pour intégrer l'une des factions les plus populaires de l'époque, la Nexus. Alors, c'était pas la Nexus originale, c'était plutôt la Nexus sur le déclin, la New Nexus, reprise peu après par CM Punk, mais c'était quand même la Nexus. Ça n'a pas duré très longtemps, et on se souvient seulement de ce segment quand il s'est fait fouetter par CM Punk avec une ceinture. Un peu comme mon père avec moi à l'époque quand je ramenais une mauvaise note. Je plaisante, bien sûr. Moi, il me mettait plutôt des petits coups de taser comme ça. Je replaisante. Bref, après la fin définitive de la Nexus et le punt kick de Randy Orton, retour à la case départ pour Wyndham. Il est renvoyé au fameux territoire de développement de la WWE, la FCW. C'est une grosse désillusion pour lui et vous verrez que ce ne sera pas la dernière. Et c'est là que les choses doivent changer, on le sait tous. C'est jamais une bonne chose d'être renvoyé à l'entraînement à la WWE. Ça annonce rarement un futur brillant. Alors Wyndham, il se dit, allons-y, je dois tout recommencer. Et pour ça, il lui faut des inspirations. Tout d'abord, Les Nerfs à Vif. Les Nerfs à Vif est un film datant de 1991 avec Robert De Niro qui joue le rôle de Max, un criminel psychopathe tout juste sorti de prison qui va assouvir sa soif de vengeance sur l'avocat qui l'a fait enfermer 14 ans plus tôt. Sa deuxième inspiration, Waylon Mercy, un catcheur qui a fait ses débuts à la WWE en 1995. Alors autant pour Les Nerfs à Vif on a du mal à trouver des similitudes, autant pour Waylon Mercy la ressemblance est frappante. La chemisette hawaïenne, les discours moralisateurs et énigmatiques, tout y est. Je vous invite à aller voir des promos de Waylon Mercy, vous allez être bluffés. Et c'est tout. Maintenant qu'on a ces 2 ingrédients, mélangez-les et vous obtenez un tout nouveau personnage, j'ai nommé Kelly. Non, évidemment, j'ai nommé Bray Wyatt, le leader d'une secte qui porte une chemise hawaïenne et qui ne veut qu'une chose,
se venger de la répugnante société actuelle et du monde qui l'entoure, et qui veut recruter de nouveaux adeptes à l'aide de ses discours moralisateurs et énigmatiques comme Waylon Mercy. Nous y voilà, Bray Wyatt est né. Et avec un tel personnage, Windham ne peut que réussir. C'est un vent de fraîcheur à la WWE et il y a un tas d'histoires qui peuvent être racontées avec cette pépite. Alors est-ce qu'il va réussir? Oui et non. C'était les débuts d'une ascension vers les sommets de la compagnie, mais également le début d'un parcours tragique et semé d'embûches. Nous sommes au mythique Staples Center de Los Angeles. La WWE y organise son deuxième plus gros show de l'année, SummerSlam. C'est l'heure pour Bray Wyatt de disputer son premier vrai match à la WWE et en pay-per-view. Il affronte Kane, avec qui il est en rivalité depuis son arrivée, dans un match au concept terrifiant, le Ring of Fire. Le concept, les deux hommes s'affrontent dans un ring entouré de flammes, qui s'intensifie dès qu'il y a un choc sur le ring. Ce match n'a pas été très bien reçu par le public, jugé un peu trop ennuyeux par les spectateurs, et l'intervention des deux autres membres de la Wyatt Family, c'était pas nécessaire. Mais ça n'empêche qu'après une bataille acharnée d'une dizaine de minutes, Bray Wyatt remporte la victoire haut la main, et c'est une gigantesque victoire pour lui. Il a enfin eu la rédemption qu'il voulait après 2 ans à se découvrir et à se reconstruire. Et bien malheureusement ça lui sera pas bénéfique tout de suite. La Wyatt Family va commencer une rivalité avec Daniel Bryan, qui sera forcé de rejoindre le clan après une défaite, mais bien évidemment ça ne durera que quelques jours, étant donné que Daniel Bryan était ultra over à cette époque et en pleine ascension avec son Yes Movement, et il fallait qu'il ressorte victorieux de cette histoire. Nous sommes à Elimination Chamber 2014. Cette fois, la Wyatt Family affronte The Shield, la nouvelle poule aux œufs d'or de la WWE avec qui ils sont en pleine rivalité. Dans un match plutôt bon, dans lequel Bray Wyatt fera le tomber sur Roman Reigns. Et oui, vous avez bien entendu, moi aussi j'étais sur le cul à l'époque. De ce fait, il donnera la victoire à son clan, mais ce ne sera pas la seule apparition des Wyatt durant ce pay-per-view. Ils interviendront lors du main event dans le célèbre Elimination Chamber match pour les titres unifiés, pour s'attaquer d'abord à Daniel Bryan, mais surtout après à John Cena, ce qui permettra à Randy Orton de l'éliminer et de gagner le match quelques minutes après. Nous sommes au plus gros show de l'année en 2014, WrestleMania 30. Un show très important pour l'histoire de la WWE, mais également pour celle de Bray Wyatt. Il disputera son premier match à WrestleMania et affrontera l'homme avec qui il est en rivalité depuis plus d'un mois, John Cena. Alors, c'est incroyable pour Bray Wyatt d'avoir comme premier adversaire pour WrestleMania John Cena. Vous savez, je porte pas John Cena dans mon cœur, mais qu'on le veuille ou non, c'est l'une des plus grandes stars de tous les temps à la WWE et probablement même la plus grande star à la WWE à cette époque-là. Mais est-ce que finalement c'est pas un cadeau empoisonné pour Bray Wyatt? Parce que bien que les deux hommes aient eu une rivalité exceptionnelle et qui restera gravée à tout jamais dans l'histoire de la WWE, je vais vous spoiler tout de suite, Bray Wyatt il va le perdre ce combat. Et pour moi c'est à ce moment-là, lorsque John Cena remporte le combat sur la plus grande scène du monde, que la descente aux enfers commence pour le nouveau visage de la peur. C'est à ce moment-là que tout va s'enchaîner pour lui. Il continuera pendant encore quelques semaines sa rivalité contre Cena qu'il perdra pour de bon. Et ensuite, il aura une rivalité médiocre contre Chris Jericho. Il se séparera de ses deux frères Rowan et Harper, prétendant qu'il veuille les libérer, pour ensuite enchaîner sur une rivalité contre Dean Ambrose. Lors de WrestleMania 31, c'est une nouvelle lueur d'espoir pour les fans de Bray, car il affrontera une fois de plus l'une des plus grandes stars de la WWE, l'Undertaker. Ça aurait pu être un passage de flambeau extraordinaire entre les deux hommes. Bray Wyatt aurait enfin pu avoir la victoire à WrestleMania qu'il méritait, d'autant plus que la streak du Taker venait d'être brisée par Brock Lesnar 1 an plus tôt. Mais non, Bray Wyatt perdra une fois de plus le combat dans le show des Immortels. Le fait d'avoir perdu face à John Cena puis l'Undertaker et de s'être séparé des autres membres de la Wyatt Family, ça va beaucoup impacter le personnage de Bray. Il va perdre de sa superbe, car le leader d'une secte qui n'a plus personne à guider et qui se fait ridiculiser 2 fois de suite, ça perd tout son charme et ça c'est difficile à rattraper. On s'éloigne petit à petit des inspirations de Robert De Niro et Waylon Mercy pour s'orienter vers un Bray Wyatt plus générique et plus fade. Nous sommes à Raw, lors de l'épisode du 24 août 2015. Décidément, le 24 août, c'est une date clé dans cette histoire. Dean Ambrose et Roman Reigns affrontent Bray Wyatt et Luke Harper. Oui, entre-temps, la WWE a visiblement fait machine arrière et a décidé d'associer les deux hommes à nouveau. Mais pas uniquement. Car au moment où Bray Wyatt est sur le point de recevoir un spear de Roman Reigns, les lumières s'éteignent, puis se rallument, laissant découvrir un 5e homme sur le ring. Un géant de 2,03 m avec un masque de mouton noir sur le visage. C'est le silence complet dans l'arène. Personne n'a aucune idée de qui est cette superstar. On peut juste entendre des chants « Who are you ?» quand l'homme se met à détruire à lui seul les 2 anciens membres du Shield sous les yeux ébahis du public. À l'époque, je me souviens avoir été super impressionné par Braun Strowman. Il était terrifiant et à des années-lumière du neuneu qui fait tchou-tchou autour du ring actuellement. Et je me suis dit que l'addition de Strowman dans le clan, ça allait redonner un coup de boost à la Wyatt Family et qu'ils allaient enfin pouvoir briller de nouveau. Et bien finalement, ça a été de pire en pire. Un enchaînement de défaites en passant des Brothers of Destruction à Brock Lesnar ou encore une belle humiliation face à The Rock à WrestleMania 32. Bray Wyatt touchait vraiment le fond, jusqu'à ce qu'une nouvelle petite lueur d'espoir vienne nous donner envie d'y croire à nouveau. Oui, je vous l'avais dit, ça fait que des hauts et des bas dans cette carrière. Pour remettre les choses en ordre, Bray Wyatt est associé depuis quelques temps à Randy Orton, ce qui est un choix créatif assez étrange, je l'avoue. Mais les deux hommes étaient plutôt fusionnels dans le ring, et à l'écran c'était assez divertissant. Quant à Luke Harper, Braun Strowman, Eric Rowan, eux ils ont une nouvelle fois pris des chemins différents de celui de Bray.
Nous sommes à Elimination Chamber 2017. Pour moi, l'un des meilleurs souvenirs de ma vie de fan de catch. Bray Wyatt prend part au match à élimination pour le titre de la WWE dans le main event du pay-per-view. Et après un très beau début de combat, Bray Wyatt parvient à venir à bout de John Cena et il l'élimine d'une manière clean. Vous voyez, c'était pas compliqué de faire perdre John Cena face à Bray Wyatt et ça n'a pas détruit sa carrière pour autant. Bray Wyatt fait donc partie des 2 finalistes de l'Elimination Chamber avec AJ Styles, qui était pour moi à son prime à la WWE à l'époque, comme disent les jeunes. Et après plusieurs minutes de bataille acharnée entre les 2 hommes, Bray Wyatt élimine Styles pour la victoire et devient pour la première fois de sa carrière champion de la WWE. Je crois que j'avais pas autant pleuré devant un show WWE depuis la retraite de Edge en 2011. Ça reste pour moi la plus belle victoire de titre à laquelle j'ai pu assister. Il méritait tellement après des années de mauvais choix de booking et d'humiliation, rien ne pouvait me faire descendre de mon petit nuage. Vous le sentez venir ? On se fait encore un petit coup d'ascenseur émotionnel ? 2 mois après, il perd le titre à WrestleMania dans un match médiocre de quelques minutes contre l'homme qui avait remporté le Royal Rumble au début de l'année, Randy Orton. Vous croyez tout de même pas que Bray allait remporter un match à WrestleMania ? Alors quelle suite pour Windham après ça ? Il remportera tout de même le très particulier House of Horrors match contre Randy Orton, et puis il enchaînera à nouveau les défaites. En 2018, il effectuera un face turn, une alliance avec Matt Hardy, puis un run de champion par équipe avec ce dernier. Ils finiront par perdre les titres face à la Big Team. Ascenseur. Matt Hardy se blessera et Bray Wyatt disparaîtra des écrans. Jusqu'à ce que... En plein épisode de Monday Night Raw, ce qu'on suppose être le générique d'une émission pour enfants se lance à l'écran. On comprend pas trop. On voit d'abord un décor enfantin, puis un homme entrer par une porte. Il est vêtu d'un pull rouge, on a besoin d'à peine quelques secondes pour reconnaître Windham. Il porte toujours le nom de Bray Wyatt, et il nous accueille dans la Firefly Funhouse. Et d'un ton joyeux et creepy, il nous informe qu'il regrette ses erreurs du passé et qu'il veut se faire pardonner. On comprend très vite qu'il s'agit pas là d'une simple émission pour enfants, car l'atmosphère qui règne est pesante et malsaine. Et effectivement, c'était pas qu'une émission pour enfants, car quelques semaines plus tard, après plusieurs épisodes plus étranges les uns que les autres, Bray Wyatt, toujours dans la Funhouse, nous informe qu'il va nous révéler son plus gros secret. Tout à coup, une créature apparaît à l'écran. On n'avait jamais vu ça. On y voit une silhouette démoniaque tout droit sortie d'un slasher des années 90, portant un pantalon de cirque, un long manteau de cuir, ainsi qu'un masque rappelant fortement celui du Joker. Les seuls mots qui sortent de sa bouche sont les suivants. Les gens dans la salle sont totalement subjugués et nous, derrière notre écran, on est sans voix. En tout cas, c'était le cas pour moi. Nous venions d'assister à la création du personnage le plus terrifiant qu'on ait jamais vu dans un show de catch, The Fiend. Alors, The Fiend, ça a prouvé incontestablement que Windham est sans aucun doute le plus grand génie créatif de tous les temps, comme je vous le disais. Après avoir échoué avec Husky Harris, il revient avec Bray Wyatt. Et après avoir échoué avec Bray Wyatt, il revient encore plus fort avec The Fiend. Quand je dis échoué, c'est bien évidemment uniquement de la faute des officiels. Et une fois de plus, vous allez voir que l'histoire va se répéter. Mais pas tout de suite. Car d'abord, The Fiend aura de très bonnes rivalités dans lesquelles il va détruire Finn Balor, Daniel Bryan, The Miz ou encore Seth Rollins, contre qui il va d'ailleurs remporter le titre universel et contre qui il va également disputer l'un des pires matchs qu'on ait vu à la WWE. Un match Hell in a Cell dans lequel l'arbitre va arrêter le combat. Me demandez pas, moi non plus, j'ai pas compris. Et c'était vraiment la pire humiliation que j'ai pu voir pour Bray Wyatt. La pire, nous sommes à Super Showdown en Arabie Saoudite. Pourquoi je dois parler de ce show? Ah putain. The Fiend remet en jeu son titre universel contre Goldberg. Alors Goldberg, bien qu'il soit horrible sur le ring, il est proche de la retraite. Donc il va potentiellement en profiter pour mettre Bray Wyatt en avant et The Fiend va conserver son titre haut la main. C'est mal connaître la saloperie qu'est Bill Goldberg et la saloperie qu'est Vince McMahon également. Je suis désolé, fallait que ça sorte. The Fiend perd en 4 minutes. Tout le monde est sous le choc. Après le fiasco du Hell in a Cell, le personnage mystique et quasiment invincible du Fiend perd une fois de plus et cette fois contre un vieux débris sans aucun talent. L'histoire se répète encore et encore. Mais cette fois, c'est le climax de l'humiliation pour Bray Wyatt. Alors est-ce que Windham peut se relever de tout ça? Eh bien encore une fois, oui et non. Il affrontera John Cena dans le merveilleux Firefly Funhouse match, un combat cinématographique rempli de références extraordinaires sur la carrière des deux hommes, et il remportera le match, je mets des guillemets parce que, est-ce que c'était vraiment un match? Pour obtenir finalement sa première véritable victoire à WrestleMania. Il va ensuite être rejoint par Alexa Bliss, qui restera à ses côtés pendant plusieurs mois, et il affrontera son ancien partenaire Braun Strowman, contre qui il regagnera le titre avant de le perdre de nouveau contre Roman Reigns et sa nouvelle gimmick de Tribal Chief. Après plusieurs mois de show à huis clos dû au Covid, les vaccins, il y a des puces 5G dedans. Ouais, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. La WWE organise WrestleMania 37, le premier show à accueillir des fans dans l'arène depuis le début de la pandémie.
Bray Wyatt, qui est à nouveau en pleine rivalité face à l'un de ses plus grands rivaux, Randy Orton, a l'occasion de prendre sa revanche de WrestleMania 33 en l'affrontant dans un match simple dans le show des shows. Encore une fois, ça se passera pas comme prévu et malheureusement, Alexa Bliss le trahira, il perdra contre la Vipère et ce sera le dernier match de sa carrière à WrestleMania. Bray Wyatt disparaîtra des écrans à la suite de ça et 3 mois plus tard, il sera remercié par la compagnie après 12 ans de bons et loyaux services. Il sera ensuite réintégré dans la compagnie et effectuera son retour qui restera gravé dans la mémoire de tous comme l'un des plus grands retours de tous les temps. Il nous présentera une nouvelle version de Bray Wyatt qui est la version qui se rapproche le plus de Wyndham Rotunda. Il commencera une rivalité contre LA Knight qui s'achèvera au Royal Rumble dans un pitch black match. On ne le savait pas, mais ça allait être le dernier match de la carrière de Wyndham Rotunda et le dernier match de sa vie. Car avant d'enchaîner une rivalité face à Bobby Lashley, il disparaîtra une nouvelle fois des écrans, mais cette fois à tout jamais. Lors de l'épisode de SmackDown suivant sa disparition, la WWE lui rendra un dernier hommage plein d'émotions, ce qui sera le clap de fin pour le mangeur de monde, le Fiend, le nouveau visage de la peur. Toute sa vie, Wyndham aura combattu ses démons, ses phases de dépression, la perte de ses meilleurs amis, ainsi qu'une relation malsaine avec son patron qui a détruit sa carrière à petit feu. Mais une chose est sûre, il restera dans l'histoire des plus grands génies créatifs de tous les temps, et il laissera derrière lui les millions de lucioles à travers le monde briller dans le ciel. Ouais, c'est un peu kitsch, un peu cucu, mais j'en ai rien à foutre. Cette vidéo n'est pas la plus joyeuse et ça ressemble pas du tout à ce que je fais sur TikTok. Mais à l'heure où je vous parle, le 24 août 2024, on fête les 1 an de sa disparition, et c'était pour moi le meilleur moyen de commencer vraiment mon contenu YouTube. Et pas uniquement reposter des TikTok comme je le fais depuis 3 mois. Ouais, je suis un petit peu une fraude. Bray Wyatt était mon idole. Et quand je dis mon idole, c'est pas uniquement dans le monde du catch. Mais Bray Wyatt était la personne que j'ai le plus idolâtré pendant des années. J'aimais tout, en passant de l'homme au catcheur. On le sait maintenant, le merveilleux héritage de Bray Wyatt se poursuit actuellement avec les Wyatt Six et son frère Bo Dallas du côté de Monday Night Raw. Et à vrai dire, j'aurais pas pu espérer mieux. Car comme je vous l'ai dit, la version de Bray que j'ai préférée, c'était celle de la Wyatt Family. Et on se retrouve avec ce côté famille avec les Wyatt Six. On a enlevé le côté surnaturel avec les talents extraordinaires qui composent ce clan. Et avec ce vent de fraîcheur côté créatif à la WWE, ça ne peut que bien se passer. Bon, je vais pas parler trop vite. Pour terminer, j'ai demandé à certains de mes amis créateurs de contenu catch également de me dire en quelques mots ce que Bray Wyatt a représenté pour eux. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir leur point de vue, d'autant plus que Bray Wyatt a beaucoup compté pour eux également. Merci à eux d'avoir témoigné, vous les connaissez probablement, je vous laisse avec eux. Alors Bray Wyatt, pour moi, perso, c'était un rayon de soleil dans le monde du catch. Car honnêtement, je suis le catch depuis 1993 et au bout de quelques années, tu te rends compte rapidement que tout se répète. On recycle les mêmes storylines, les mêmes angles. C'est compliqué, c'est très rare d'avoir quelque chose de jamais vu, quelque chose d'inédit. Mais quand Bray Wyatt est arrivé, il a mis un coup de pied dans tout ça, il est arrivé à quelque chose de totalement nouveau, quelque chose de totalement différent et honnêtement, c'est l'une des personnes qui m'a fait le plus vibrer ces 20 dernières années. Il avait un esprit à part, il est arrivé avec son propre univers où il mêlait l'horreur, le surnaturel, il y avait ce côté mystérieux et on sentait qu'il avait tellement de choses à nous raconter. Et l'un de mes plus gros regrets en tant que fan de catch, c'est qu'on n'aura jamais la suite, on n'aura jamais la fin de son histoire. Je pense réellement que Bray Wyatt était un génie du catch et en plus, à côté de ça, il avait l'air d'être quelqu'un d'adorable, donc tout simplement, merci pour tout Bray Wyatt. « 24 août 2023, le jour où le monde du catch a basculé, les débuts de Bray Wyatt dans le roster principal avaient déjà défini son aura, avec sa manière de parler très cryptique, ses citations, sa manière de citer des passages de la Bible pour définir la manière dans laquelle il allait s'occuper de certaines superstars, sa manière de rentrer dans le noir, d'impressionner les enfants, le charisme que son personnage avait, et vient le jour où Bray Wyatt décide de se réinventer. The Fiend était le bijou de Bray Wyatt, cet alter ego démoniaque qui surgissait dans le noir pour manger toutes ses victimes les unes après les autres. À cette époque-là, Bray Wyatt avait enfin trouvé ce qu'il voulait faire de lui-même. Et c'est ce qui me divertissait chaque semaine. Il n'y aura personne d'autre comme lui. Salut à tous, c'est Black Mass. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis graphiste aujourd'hui, maintenant depuis près de 5 ans, sur tout ce qui est catch. J'ai bossé avec pas mal de catcheurs, malheureusement pas eu la chance de travailler avec le regretté Bray Wyatt. Je remercie Pierre-Luc de m'avoir laissé cette petite minute pour commémorer les 1 an du décès du grand Bray Wyatt. Malheureusement, il laisse un grand vide derrière lui. Bo Dallas a pris le relais, ça fait
toujours autant de bien, autant d'émotions de revoir tout ça du côté de Raw. Mais en tout cas, je pense qu'il a marqué toute une génération, quoi qu'on en dise. Même si dans le in-ring, certaines personnes le trouvaient un peu en dessous. Pour moi, il reste à jamais un des plus grands génies créatifs que la WWE ait pu connaître. Et voilà, en tout cas, voilà, je tenais à commémorer les 1 an, déjà 1 an qui nous manque, déjà 1 an qui nous a quittés. Donc voilà, on l'oublie pas, hein, comme vous pouvez le voir derrière, un peu fan, le petit tatouage qui est arrivé il y a 2 jours pour commémorer ces 1 an de décès. Voilà. Bref, on pense à toi, merci Pierre-Luc de m'avoir laissé ce petit instant avec vous tous, et on se retrouve sur les réseaux pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao. Merci à tous, c'était Pierre Luck. À la prochaine. Vive le catch et retenez bien une chose, Bray Wyatt n'est jamais loin. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder dans le ciel et suivre les buses. We're coming.